Daniel Desserres, bonsoir. Merci d'être présent ce soir avec nous. Daniel Desserres, vous êtes historien, vous êtes un des spécialistes éminents du grand siècle. Vous vous êtes intéressé principalement à l'histoire économique et financière. En tout cas, ce sont ces éclairages-là qui vous ont permis de reconsidérer considérablement le règne de Louis XIV, de démythifier ce règne et le pouvoir de ce monarque absolu en le présentant comme emprise au monde des finances, aux manières d'argent. Ce soir, nous interrogerons la personnalité, l'action de Nicolas Fouquet en tant que surintendant des finances. Quels sont les pouvoirs, quels sont les moyens d'action, quelles sont les actions tout simplement d'un surintendant des finances et comment ce surintendant des finances peut agir sur ce monde assez méconnu et assez incompréhensible. On posera certainement la question des produits financiers, la question de l'évolution de ce monde. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages depuis la publication de vos travaux de thèse, Argent, pouvoir et société au grand siècle, en 1984, un certain nombre d'ouvrages qui reviennent sur ce moment fatidique, on va dire très théâtral, de l'histoire française, qui se joue au moment de l'arrestation de Fouquet en 1661 et qui fonctionne comme un révélateur de ce monde des finances relativement secret jusque-là. Alors je vous laisse la parole pour que l'on initie cette conversation ensemble avec pour ambition de donner à comprendre ce qu'a été ce monde des finances et quel a été le rôle de Fouquet, les raisons de sa chute et ses possibilités d'action, de concession de fortune et du coup de commande artistique qui en résultent. Bah écoutez, c'est tout à fait ça. Je suis très heureux parmi vous de parler d'un homme sur lequel j'ai passé beaucoup d'années, et qui est un personnage fascinant et qui pose un certain nombre de problèmes. Parce que le drame auquel il a été confronté en septembre 1661 lors de son arrestation, en fait, est un moyen de pénétrer à l'intérieur du fonctionnement de la société française d'Ancien Régime. La mésaventure de Fouquet n'est pas un hasard, et dans les différentes phases de son affaire, aussi bien dans son procès que dans la remise en cause de toute sa politique, on peut lire parfaitement l'ensemble des difficultés auxquelles se trouvait confrontée la société française d'Ancien Régime, de voir les forces qui animaient cette société et qui faisaient au fond du roi de France non pas l'arbitre des événements, mais plutôt le jouet. Alors, quelles sont ces forces qui se font jour justement au moment du procès? Quelles sont les raisons du déclenchement de ce procès? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, alors c'est assez simple. C'est d'une façon d'ailleurs très significative. Fouquet est arrêté le 5 septembre 1661. C'est la date anniversaire de Louis XIV, qui était né le 5 septembre 1638. Et pour lui, parce que chez Louis XIV, rien n'est improvisé, c'est la naissance du roi. Il a l'intention d'éliminer quelqu'un qui représente, à ses yeux, un contre-pouvoir. Et en arrêtant le surintendant, eh bien, il devient véritablement roi de France. Alors, pourquoi cette arrestation? Eh bien, on reproche à Fouquet, surintendant des finances, c'est-à-dire ministre des Finances de la monarchie, un crime capital, le péculat, c'est-à-dire le détournement des fonds publics, la prévarication, un certain nombre de coups tordus dans la gestion des finances françaises et un intérêt coupable dans ces opérations financières. L'enjeu est très grave parce que le péculat, s'il est reconnu, c'est la peine de mort. Or,
en France des grands argentiers qui étaient exécutés. Il y en avait eu un certain nombre. Il y avait eu Enguerrand de Marigny, et puis il y avait eu de façon plus proche, au début du XVIe siècle, Semblançay. Par contre, ce n'était absolument pas quelque chose de bénin, c'était quelque chose de très grave. Et le Fouquet, après un temps de flottement d'environ 6 mois, a compris qu'on en voulait à sa tête. Et à partir de ce moment-là, il va évidemment organiser sa défense, ce qui va permettre de dévoiler les mécanismes que vous évoquez. Alors si l'on se replace en septembre 1661, vous avez publié en 1989 un ouvrage, 1661, Louis XIV prend le pouvoir, où vous poursuivez cette démarche de requalification en fait de l'historiographie du règne de Louis XIV, et vous parliez du rôle de Louis XIV dans le déclenchement de ce procès. Quels sont les autres acteurs, quels sont les protagonistes principaux, peut-être davantage que Louis XIV? La chute de Fouquet a été organisée dès la fin de l'année 58, début 1659, par l'intendant de Mazarin, Jean-Baptiste Colbert. Il n'a eu de cesse que de saper l'autorité de Fouquet et de dénoncer son activité frauduleuse, entre guillemets. Il a joué cette petite musique aux oreilles de Louis XIV à partir du 10 mars 1661, lorsque, intendant des finances, il s'est retrouvé, à la mort de Mazarin, dans l'entourage de Louis XIV, qu'il le connaissait, mais qu'il connaissait en tant que domestique, parce que Colbert était un domestique de Mazarin, un homme à tout faire, mais quelqu'un que Louis XIV voyait, je veux dire, quasiment tous les jours. Et comme Louis XIV est quelqu'un qui ne fonctionne qu'avec les gens qu'il connaît, il va évidemment très tôt entendre et accepter d'entendre la dose mortelle de poison qui est déversée quotidiennement par Colbert. Et bien évidemment, à partir du moment où Colbert dit « mais le surintendant vous gruge, le surintendant vous ment », Louis XIV ne peut pas tolérer le personnage Fouquet, d'autant plus que l'extérieur de Fouquet, qui a cet aspect extrêmement glorieux, lui est totalement insupportable. Alors, nous sommes toujours en septembre 1661 et on a l'irruption du nombre, celle de Mazarin. En quoi est-ce que Colbert a intérêt au déclenchement de ce procès Fouquet du fait de ses fonctions passées? Tout le procès Fouquet repose en réalité à cause de la succession ou sur la succession de Mazarin. Le Premier ministre, qui était en même temps le parrain de Louis XIV, meurt en début mars 1661. Il était malade, il meurt à Vincennes, on savait qu'il allait disparaître, et il a laissé ses dernières volontés dans un testament qui est absolument fabuleux, où il interdit formellement qu'on fasse l'inventaire de sa fortune. Sinon, il allait déshériter l'ensemble de tous les individus qui feraient l'inventaire de sa fortune. Avec une clause qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il dit « il en va du bien et de l'honneur de moult gens de l'intérieur ou de l'extérieur du royaume. » Et, grand prince, il dit « je dois au roi tout ce que je possède, je rends donc au roi tout ce que j'ai. » Mais il ajoute « mais je demande au roi tout de même d'accepter que mes biens soient partagés entre mes héritiers. » Ce qui était typique dans la personnalité de Mazarin. Il sait très bien que Louis XIV ne peut pas être l'héritier, fût-il du Premier ministre ou de son parrain, et que Louis XIV va refuser le legs. Il le sait parfaitement. Il a agrémenté par quelques douceurs ce legs factice en disant « je laisse à la couronne
un certain nombre de biens, notamment la fameuse collection de diamants qu'on appelle les 18 Mazarins, et qu'il va léguer à la couronne, dont les 2 fleurons étaient le Sancy et le Miroir de Portugal. Alors on connaît aujourd'hui l'importance des collections d'œuvres d'art de Mazarin. On les connaissait déjà évidemment du vivant de Mazarin. Ces collections d'œuvres d'art, elles représentent une toute petite part de la fortune réelle de Mazarin. Vous avez réussi à évaluer cette fortune. Comment se compose-t-elle? Quel en est le montant? On dit que Fouquet, en 1661, après la mort de Mazarin, est l'homme le plus riche de France. Comment les choses s'équilibrent-elles entre Fouquet et Mazarin? C'est très simple. L'une des bases de l'accusation contre Fouquet est richissime, dit Colbert. Il a détourné les fonds publics et il a des bâtiments, à commencer par vous le vicomte, qui sont la preuve de ces débordements. Fouquet dit d'accord, faites l'inventaire de mes biens, mais faites l'inventaire des biens du cardinal. Alors, c'est à la fois vicieux dans l'un et l'autre des cas, parce que les exécuteurs testamentaires de Mazarin étaient notamment Fouquet et Colbert. Et ils savaient parfaitement que Mazarin avait interdit que l'on fît l'inventaire des biens de son éminence. Seulement, pour pouvoir réaliser les legs qui étaient faits à un certain nombre de gens, Louis XIV a autorisé la confection de cet inventaire. On a fait un inventaire, mais on n'a jamais fait d'addition. Alors, moi, j'ai repris l'inventaire, j'ai repris les biens, puis j'ai fait l'addition. Alors là, l'addition, elle posait quelques problèmes. Mazarin, au moment de sa mort, laisse une fortune qu'on peut évaluer à 40 millions de livres. Le budget annuel de la France, qui était la puissance la plus importante du monde occidental, était de 80 millions. Il avait réalisé cette fortune en 8 années. C'est-à-dire comme si un président des États-Unis, en 2 mandats, laissait une fortune qui était l'équivalent de la moitié du budget des États-Unis. Et, cerise sur le gâteau, son éminence laissait des réserves métalliques, c'est-à-dire ce fameux argent liquide qui était indispensable pour faire fonctionner le royaume et notamment pour assumer les dépenses dans un État en guerre. Et nous reviendrons sur le problème de la guerre. Les économies de son éminence montaient à 8 800 000 livres en or et en argent, planqués soit dans sa chambre, soit tout près de la frontière. Il avait fui une fois le royaume pendant la Fronde, il avait pratiquement tout perdu, on n'avait pas le reprendre une seconde fois, il avait donc disposé ses réserves métalliques près de la frontière française. 8 800 000 livres en liquide, c'était supérieur à l'encaisse de la Banque d'Amsterdam, qui était le plus grand instrument de crédit du monde occidental. Donc, il fallait expliquer au cher parrain impécunieux comment se fait-il que le Premier ministre et cher parrain avaient une telle fortune. Et je laisse de côté d'autres biens qui étaient des biens des collections d'objets précieux, mais qui représentaient en gros 10% de la fortune de Mazarin sur les 40 millions de livres. Par contre, il avait encore 10 millions de créances sur l'État, et notamment de billets de l'épargne, on aura l'occasion peut-être d'y revenir, qui faisaient l'objet d'un agiotage criminel, et il semblait que son éminence était capable de se défendre d'une façon remarquable. Alors si on dresse la comparaison avec la fortune de Fouquet, elle est criante et elle dessert Mazarin au profit de Fouquet de façon assez vive. C'est évident. Mais l'accusation dit Fouquet est riche. Mais là encore, je le répète,
on n'a jamais fait l'inventaire après la fortune de l'inventaire de Fouquet au moment de son arrestation. Évidemment, la première chose que j'ai faite, c'est de faire l'inventaire de la fortune de Fouquet au moment de son arrestation. Le résultat, c'est très simple. Actif, 15 millions, passif, 15 millions. Il n'est plus d'argent. Il était ruiné. Ça posait un problème. Et puis, il y avait le troisième personnage, le Deus ex machina, ou l'âme damnée, c'était Colbert. J'ai essayé de voir quel était le montant de la fortune de Colbert au moment de l'arrestation de Fouquet et à la mort de Mazarin. Je suis certainement en dessous de la réalité parce qu'il y a des biens qui m'échappent, mais en 1661, Colbert a une fortune qu'on peut évaluer à 2 millions de livres. 2 millions de livres, c'est la fortune moyenne d'un duc et pair, d'un grand fermier général ou d'un ministre. La fortune de Servien, qui a été le collègue de Fouquet pendant près de 7 ans, eh bien s'élève à 2 millions de livres. Seulement, il y a un problème chez Colbert, c'est que Colbert est resté au service de Mazarin sans être jamais appointé. Il n'avait aucun salaire, il n'avait hérité de son père que de quelques dizaines de milliers de livres, et d'une dot que lui avait portée sa femme, qui était de 100 000 livres officiellement, mais dont seule la moitié avait été payée. Lui aussi, Colbert avait été capable de réaliser une fortune ex nihilo. Elle était inexplicable. Ce qu'avait évidemment l'intention de faire comprendre Fouquet. Devant cette situation, il est évident qu'il fallait prouver à tout prix la culpabilité de Fouquet. Cet enrichissement record extrêmement rapide de Mazarin, cet enrichissement rapide également de Colbert, met en lumière en fait les distorsions, les constructions très compliquées d'objets financiers. Quels sont les moyens? Que révèle le procès Fouquet par rapport à la complexité de ce monde financier, de ces produits financiers, et comment finalement constitue-t-on une fortune aussi importante en si peu de temps? Quels sont les acteurs de ce monde financier qui se révèlent de ce fait? Comment comprendre cet enrichissement si colossal? Alors, il faut reprendre tout simplement ce que j'ai appelé le système fisco-financier français, qui est lié à une pratique inhérente de la monarchie française. La France est un pays belliqueux. Entre 1494, début des guerres d'Italie, et 1815, la France a fait la guerre plus d'une année sur 2. La guerre, ça coûte cher. Et il faut de l'argent, sonnant et trébuchant, pour payer la guerre, pour payer les soldats, pour payer les fournitures. Montecuccoli, l'adversaire de Turenne, avait une formule extraordinaire. Il disait, pour faire la guerre, il faut 3 choses. Premièrement, de l'argent. Deuxièmement, de l'argent. Troisièmement, de l'argent. Et quand je dis de l'argent, c'est-à-dire des espèces en argent ou en or, sonnantes et trébuchantes. Le roi faisant la guerre, normalement, ne peut recourir que aux fruits de son domaine, c'est-à-dire de ses biens propres, toute une collection de terres, toute une collection de droits qui rapportent des choses, mais qui bien évidemment sont dans l'incapacité de couvrir les dépenses de l'État. Ce qui fait qu'on a eu tout de suite, on a dû faire appel à l'impôt, le fameux impôt direct, la taille. Et puis comme ça ne suffisait pas, on a créé des impôts indirects sur la circulation ou la consommation d'un certain nombre de produits, industriels ou agricoles. L'exemple le plus célèbre, c'est la fameuse gabelle, l'impôt sur le sel.
Et puis comme ça suffisait toujours pas, on était obligé de faire appel à ce qu'on a appelé délicieusement les affaires extraordinaires. Alors les affaires extraordinaires, c'est toute une série d'opérations pour ponctionner volontairement ou contre la volonté des gens les bourses des sujets, comme on disait à l'époque, les plus accommodés. Alors, c'était très simple, c'était des prêts, c'était des constitutions de rente qui prenaient un certain nombre de fonds de l'État comme gage, c'était la vente d'office, parce que la société française a une autre particularité, c'est que la fonction est héréditaire. Un magistrat, un juge, un receveur fiscal est propriétaire de sa fonction, qu'on appelle un office. Tout comme les grades dans l'armée se vendent. C'est pour ça qu'on a conservé en français la notion d'officier. Et on s'est mis à créer des offices, puisqu'il y avait un certain nombre d'avantages fiscaux qui les accompagnaient, ou d'honneur, un certain nombre de fils donnaient, par exemple, la noblesse. Et d'une façon assez délicieuse, l'un des successeurs de Fouquet, Pontchartrain, disait à Louis XIV, « Chaque fois que votre majesté crée un office, Dieu crée un imbécile pour l'acheter. » Donc, on avait un système qui était vraiment remarquable et qui permettait de vendre ces produits à coup sûr. Et puis, on inventait aussi un système de taxes sur un groupe d'individus qui devaient, pour éviter toute recherche, payer une certaine somme. C'est ce qu'on appelait les affaires extraordinaires. Au total, on avait 3 types d'individus. Ceux qui se chargeaient de l'impôt direct et qui étaient des officiers, c'est-à-dire entre guillemets des fonctionnaires des finances, qui étaient propriétaires de la recharge et dont les plus importants s'appelaient les receveurs généraux des finances, qui recevaient ces sommes de l'impôt direct au travers certaines circonscriptions qu'on appelait les généralités. À côté, il y avait des particuliers qui, eux, se chargeaient de la collecte des impôts indirects, je vous ai dit sur la consommation d'un certain nombre de produits, et qui se constituaient en sociétés fermières, ce qui a donné l'origine de la ferme générale. Alors ça, c'était des particuliers. Et puis, troisièmement, il y avait ceux qui se chargeaient des affaires extraordinaires, particulièrement détestés dans le royaume, pour les raisons évidentes, qui concluaient, pour réaliser ces emprunts ou ces prêts, un accord avec la couronne que l'on appelait un traité ou un parti. D'où le nom de traitants ou de partisans qu'on leur donnait. Il n'y avait pas dans le royaume de France d'individus plus haïs que ces traitants et partisans. La Bruyère les a dénoncés. Seulement, quand on regarde qui est qui, on s'aperçoit que le receveur général des finances, le fermier général et le traitant ou le partisan, dans la plus grande partie des cas, c'est le même homme. Ce sont les mêmes individus. Ce qui fait qu'il y a en France quelques centaines d'individus. Pour le règne de Louis XIV, j'en ai recensé à peu près 540, qui vont contrôler l'ensemble des ressources financières du royaume, c'est-à-dire qui vont financer la guerre, c'est-à-dire apporter l'argent métallique nécessaire pour faire tourner la machine de guerre royale. Alors comment, par quel biais, par quels produits financiers finance-t-on la guerre, multiplie-t-on le budget de l'État dans des délais records, et quelle est la place de ce milieu qui est très, très invasif, enfin qui se disperse dans toutes les strates de la population, de la société française? Alors tout à fait. Quand on regarde qui sont les financiers, puisqu'on appelle ceux qui financent la monarchie les financiers, on s'aperçoit que ce sont en général des officiers de finances, nobles, et qui jouissent d'une capacité extraordinaire, c'est de pouvoir avancer à la monarchie, dans toutes les circonstances, même quand il y a une pénurie numéraire, ce fameux argent liquide.
avec évidemment un intérêt qui, plus la situation se tend, plus va devenir important. En général, on prête à 10, 15, puis quand ça va mal, 20, quand ça va mal, 30, quand ça va très mal, 50%. Inutile de vous dire que ce genre de choses rapporte beaucoup. Corollaire de la pénurie qui s'installe de toute façon du numéraire, c'est qu'on a été obligé d'émettre du papier pour combler les insuffisances du numéraire. Seulement, ce papier a entraîné à ce moment-là toute une série d'opérations, notamment la multiplication de billets de l'épargne, c'est-à-dire de billets qui servaient à payer les dépenses de guerre pour quelqu'un qui avait prêté. Il recevait des billets de l'épargne et il allait se rembourser à l'épargne. La plupart du temps, ces billets, comme ces rentes qui avaient été émises, finissaient par être décriés. Et quand on voyait des rentes qui perdaient leur valeur, bien, leurs titulaires cherchaient à les revendre avec une décote, évidemment, sur un marché parallèle. Alors, une rente normale, mettons 1000 livres de rente qui avait été souscrite pour un capital au denier 20 de 20 000 livres, pouvait valoir en réalité que le denier 6 ou 7, c'est-à-dire 6 000 ou 7 000 livres. Il y avait des petits malins qui, eux, rachetaient ces rentes, mais qui savaient que le moment venu, ils pourraient retourner devant le Trésor royal quand il y aurait une arrivée numéraire et se faire rembourser au pair. C'est-à-dire, ce qu'ils avaient acheté 6 ou 7 000 livres, ils se faisaient rembourser 20 000 livres. Et ils empochaient les différentes. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, il y avait dans la fortune de Mazarin, le Premier ministre, à peu près pour 10 millions de ces billets. Et ce n'étaient pas des billets anciens, c'était des billets qui avaient 1 ou 2 ans d'existence. Ce qui prouve qu'il participait activement à ce système. Je vais apporter une dernière précision. Dans ce cadre-là, le surintendant était chargé de trouver les financiers qui allaient apporter à la monarchie de l'argent. Et c'est là où ça se gâtait pour un surintendant, parce que de deux choses l'une, ou il y allait de sa poche, mais c'est pas possible, ou il fallait qu'il appuie de son crédit un certain nombre de financiers, c'est-à-dire qu'il était obligé de faire appel à un groupe de financiers féaux qui pouvaient passer rapidement pour ses complices. Et en même temps, un homme comme Fouquet s'est dit, je vais utiliser mon crédit, c'est-à-dire moi, pour emprunter dans le public. Seulement, les gens voulaient bien prêter à Fouquet à une seule condition, c'est qu'il ait du répondant. D'où la constitution par Fouquet d'un patrimoine, notamment d'un patrimoine financier qui était basé essentiellement sur des terres, des maisons, et qui servait de gage aux emprunts qu'il pouvait soutenir dans le public. Ce qui explique qu'il ait eu un actif de 15 millions de livres. Seulement, on oubliait toujours le passif, qui était les 15 millions d'argent qu'il avait drainé dans le public. Alors, qui sont-ils ces financiers auxquels on fait appel dans ces cas-là? Et quel est le risque de la défense de Nicolas Fouquet au moment de son procès, le risque des révélations qui rejaillissent de cette mise à jour des modes de financement de la monarchie? Eh bien, pour l'instant, je n'ai parlé que de la partie émergée de l'iceberg. Maintenant, il faut s'attaquer à la partie immergée. Les gens, les financiers qui avaient prêté à la monarchie, disent tous « Ah mais cet argent, c'est pas nous. Nous, on a emprunté dans le public. » Et Thomas Bonneau, qui avait été l'un des piliers de la ferme des Gabelles en France, disait « J'ai utilisé
la bourse des sujets du roi les plus accommodés. C'est-à-dire qu'il y avait le plus de répondants. Qui était-il? Alors j'ai eu une chance, j'ai cherché à retrouver tous les gens qui avaient prêté à Bonneau et à sa compagnie entre 1635 et son arrestation en 1661. J'ai mis 5 ans avant de retrouver l'ensemble. Il y a plusieurs centaines d'individus qui prêtaient leur argent aux fermiers généraux et qui touchaient évidemment un pourcentage des bénéfices du fermier général. Quand on fait une étude sociologique de ces individus, quelques centaines, et je suis sûr que je n'ai pas vu la moitié des véritables bailleurs. Il y en a certainement beaucoup plus. En tout cas, ils se recrutent parmi tout ce que compte la noblesse d'épée, de robe et de mitre. C'est-à-dire toute la fine fleur de la société française. L'État, c'est eux. C'est eux qui font tourner le système monarchique. Et alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre de coteries qui bénéficient de la proximité avec le ministre, mais qui investissent massivement. Et puis, bien évidemment, il y a ceux qui sont aux manettes, à commencer par Mazarin et son brave intendant Colbert, qui, eux, sont placés évidemment idéalement, puisque les chefs, c'est eux. Et on s'aperçoit à ce moment-là que le roi de France n'est qu'une marionnette. Il est une sorte de raison sociale, mais le système fonctionne à l'intérieur, d'autant plus que, je le répète, ce roi est un roi de guerre, c'est un roi qui ne peut pas vivre sans l'appui de ces gens-là. Alors la question du pouvoir d'action, elle se pose évidemment pour le roi, elle se pose de même pour Fouquet, parce que pour le surintendant des finances, on imagine, et on le comprend à vous lire et à vous entendre, que la composition même des produits financiers, des opérations financières est extrêmement complexe. Alors quelle est la technicité financière en termes de compétences de Nicolas Fouquet? Comment cette technicité s'acquiert-elle? Où recrute-t-on? Comment recrute-t-on? Comment forme-t-on ces manières d'argent, ces hommes des finances qui viennent de façon relativement secrète pour voir aux besoins de la monarchie? Eh bien, quelqu'un comme Fouquet est un homme qui est issu du sérail. Il est le fils de François Fouquet, qui a été le principal collaborateur de Richelieu pour les questions maritimes et coloniales. Et par sa mère, il appartient à la famille de Maupoux, et par sa seconde femme, aux Jeannin de Castille. C'est-à-dire des gens qui sont des rouages importants de la machinerie financière française. Donc tout petit, il a baigné dans ce milieu, il a été maître des requêtes, il a été intendant, et puis il a acquis évidemment, par son père, une fortune importante. Quand le surintendant Lavieuville meurt en février 1953, à la fin de la Fronde, il écrit tout de suite à Mazarin, puisqu'il a été un des rares personnages à soutenir Mazarin pendant la Fronde. Il lui dit, voilà, j'ai tout un groupe de personnes qui, autour de moi, sont prêts à mettre leur argent pour faire tourner la machine. Et bien évidemment, Mazarin, qui se dit j'ai des dévoués, accepte tout de suite l'offre de Fouquet, tout comme il va s'appuyer pour gérer sa fortune privée sur Colbert. Et au départ, Colbert et Fouquet s'entendent très bien. Et Fouquet fait appel à ce moment-là à un certain nombre de gens qui sont de son entourage. Les noms qui transparaissent, Madame Duplessis-Bellière, Gourville,
Créqui, qui était le maréchal de France, qui était le duc de Burnonville, le duc de La Rochefoucauld, l'homme des Maximes. Il y a tout comme ça, toute une série d'individus, les milieux religieux, car Fouquet appartient par sa famille à des familles de la Contre-Réforme, et notamment de la Compagnie du Saint-Sacrement, et tous ces gens-là vont se retrouver dans les affaires. Et c'est très intéressant lorsque l'on regarde justement le financement des gabelles. On voit pour la période 53-61, pendant le ministère de Fouquet, qu'il y a une participation massive des milieux ultra-catholiques, ce qui semblerait être une contradiction avec l'idéal ultra-catholique. Mais longtemps, je me suis dit, c'est pas possible, ils ont une attitude qui est incompréhensible, jusqu'au jour où je me suis rappelé une parole de l'Écriture, c'est que il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Or, la finance, c'est César. Dieu, ça ne le regarde pas. Donc, il n'y a pas de problème pour un chrétien, on peut parfaitement participer au jeu financier. Et on trouve des gens qui sont absolument extraordinaires dans ces bailleurs de fonds. J'ai retrouvé Nicolas Pavillon, l'évêque d'Alette, qui était un janséniste notoire, membre de la Compagnie du Saint-Sacrement, et qui des fois dénonçait des prêts financiers, mais ça c'est un autre problème. Donc il y a incontestablement toute une société qui est dans l'entourage de Fouquet, mais qui est dans l'entourage de Colbert, qui est dans la société française, qui, fort de l'appui et de l'entre-gens du ministre, sont capables de se lancer dans ces affaires. J'ajoute quelque chose que je n'ai pas signalé, c'est qu'au départ, il n'y a pas un surintendant, mais il y en a deux qui ont été nommés. Mazarin a nommé Servien, autre fidèle, le diplomate, et puis Fouquet. Et il a fait un arbitrage en 1954. Servien était chargé des paiements, Fouquet des recettes. C'est-à-dire que c'est lui qui était chargé de démarcher les gens d'affaires pour apporter l'argent, ce qui évidemment le mettait dans une position de force, parce que le plus important, c'était de trouver l'argent. Moi, j'ai toujours comparé Fouquet à un chercheur d'or. Alors si l'on fait la synthèse, on se rend compte que l'état de l'actif et du passif de Fouquet en 1661 réduit sa fortune à quasiment rien. Même à rien du tout. Rien. On se rend compte que si sa défense fait état d'une haute technicité financière, de même que sa capacité à réunir des fonds importants, il se retrouve tout de même l'objet de ce monde des finances qui l'abandonne en quelque sorte, comme symbole politique. Qu'advient-il après le procès de ce monde ? Déjà, le procès est un procès politique par excellence. C'est-à-dire que Colbert, qui est le principal artisan de la fortune de Fouquet, de Mazarin et de la sienne, fortune qui évidemment est plus que douteuse, va désigner tout de suite son adversaire Fouquet, dont il veut prendre la place, et il réussira, comme étant le responsable des prévarications. Mais à ce moment-là, Fouquet va dire pendant son procès, très bien, vous m'accusez, mais vous, mes juges, il y a un certain nombre d'entre vous qui précisément ont participé à ce jeu. Le président de la Chambre de justice qui est chargé de le juger, c'est le chancelier Séguier. Il regarde Séguier et lui dit, je crois me souvenir que vous avez demandé d'augmenter la part de votre fille dans les gabelles. Effectivement, la duchesse de Sully, fille aînée de Séguier, avait 200 000 livres dans les gabelles. Aussitôt, ça a coupé la parole, n'est-ce pas, du chancelier Séguier. Il a évidemment réussi à démontrer que toutes les accusations qui étaient portées contre lui, et je ne parle pas des fraudes, des substitutions de pièces, etc., il a réussi à démontrer que il n'y avait pas de chef d'accusation qui pouvait être retenu contre lui, et que, de toute façon, il fallait se tourner vers ses accusateurs. C'était eux qui étaient les principaux responsables. Donc,
la Chambre de justice qui a été réunie, qui est une sorte de procès politique, où son procès est englobé dans les poursuites contre l'ensemble des financiers du royaume, va tourner en doute-boudin. Lui, il est condamné à la prison, au bannissement. Louis XIV fait intervenir son droit de grâce à l'envers et décide son incarcération à vie. Quant aux financiers, eux, on a décidé de les faire payer. Donc on va saisir leurs biens. Et c'est à ce moment-là que la machine infernale joue, parce que les financiers disent « Vous voulez saisir nos biens ? Très bien. Seulement, tous les gens qui nous ont prêté, ils ont prêté sur nos biens. Si le roi saisit ses biens, c'est les créanciers qui vont être spoliés. Comme les créanciers, c'est toute la société française, inéluctablement, la crise financière en France débouche sur une crise politique et sociale majeure. Ce qui fait qu'on arrive au temps des accommodements. Après avoir voulu poursuivre les financiers, on leur dit, bon, écoutez, finalement, voilà, on vous rend vos biens, on va vous taxer. Et on va vous taxer, alors là, ça va se faire à la tête du client. Ceux qui sont du bon côté, c'est-à-dire qui sont des amis de Colbert, sont relativement peu taxés ou épargnés. Ceux qui sont les amis de Colbert, alors eux, les ennemis de Colbert, alors eux, bien évidemment, ils sont liquidés. Bien. Mais la machine continue à tourner tout de même. Et il se passe ceci, c'est que dans le paiement des taxes des financiers, les condamnations, on va prendre sur un financier comme Bonneau, pouvaient être de 2 millions de livres. On lui met une taxe de 4 millions de livres. Lui, on va l'éliminer. Mais on va dire, vous n'avez pas payé tout à fait en or ou en argent, vous allez payer avec les créances que vous avez sur l'État. C'est-à-dire qu'en réalité, l'État fonctionne en pratiquant une banqueroute déguisée. Et on ponctionne ainsi les ressources, les créances des financiers qui étaient très nombreuses, on les annule en grande partie par le biais de cette chambre de justice. Et c'est un système qui est utilisé de façon récurrente. Le règne de Louis XIV a commandé par une banqueroute. Le règne de Louis XIV a terminé par une banqueroute. Ça a commencé par une chambre de justice, ça a fini par une chambre de justice. Et assez curieusement, la monarchie française qui avait trouvé un moyen qui était très efficace de payer et d'effacer ses dettes, s'en est privée. Et quand on refuse la banqueroute, on a la Révolution. C'est 1789, quand avec la crise financière liée à la guerre d'indépendance américaine, la monarchie a été incapable, à ce moment-là, d'utiliser la Chambre de justice, mais elle a préféré les États généraux et, bien évidemment, la Révolution française qui allait s'en suivre. Alors, on a parlé de la fin de règne, on peut parler de la fin de vie de Fouquet aussi. Si en 1661, Louis XIV, au moment de la prise de pouvoir personnel, peut être facilement sujet à l'influence de Colbert, qu'en est-il au moment de la fin de vie de Fouquet ? Louis XIV demeure-t-il le dupe de cette affaire, ou sa position est-elle plus claire, plus tranchée ? En 1964, Fouquet est condamné donc à la prison perpétuelle par Louis XIV. Il est expédié dans la forteresse de Pignerol. Et il va y rester jusqu'à sa mort en 1680. Seulement à partir de 1675, pendant la guerre de Hollande, Louis XIV a fait demander un audit sur la situation des finances à Fouquet. Ce qui était une sorte de désaveu tout de même de Colbert implicite. Il est vraisemblable que Louis XIV a commencé à se douter qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, qu'on l'avait roulé dans la farine. Et à partir des années 80, au début de l'année 80, il était évident que Fouquet allait pouvoir recevait déjà des membres de sa famille qui venaient le visiter,
et que ces conditions de détention, qui étaient extrêmement rigoureuses, annonçaient une remise en liberté qui lui était promise pratiquement dans les mois qui ont suivi. Or, il est mort brusquement à Pignerol, ce qui va alimenter, vous savez, beaucoup de choses, Basque de Fer. Enfin bon, il est mort à Pignerol en présence d'un de ses fils qui était là, et il sera ramené au couvent de la Visitation Sainte-Marie à Paris, où il est enterré. Son corps, il n'a pas été profané pendant la Révolution française. Alors l'autre question qui se pose sur ce monde des finances, c'est la question de son faste, la question d'un faste qui détonne un petit peu avec le caractère secret de ses activités. Comment, dans le cas de Mazarin, dans le cas de Fouquet, la personnalité, le goût propre de ces individus l'explique, mais que peut-on dire de cela justement ? Il est certain que l'une des composantes justement de l'apparence extérieure qui joue pour le crédit va fortement influencer quelqu'un comme Fouquet. Il a besoin d'une apparence pour garantir, à la fois montrer sa splendeur, sa puissance, mais incontestablement, chez quelqu'un comme Mazarin est à la fois un immense collectionneur et quelqu'un qui a une relation pathologique avec l'argent. Il a besoin il y a de longs picsous chez lui. Bien sûr. Et il a besoin du contact physique avec l'objet d'art ou l'objet précieux. Mais l'un va avec l'autre. Et évidemment, quand on est riche, la dimension du collectionneur vient tout de suite à l'esprit. Et dans le cas de Fouquet, il n'est pas tant, par un certain nombre de recherches qui viennent d'être faites il n'y a pas longtemps, il n'est pas tellement un grand collectionneur de tableaux, mais il est surtout un amateur fou d'architecture. Et Vaux-de-Vicomte en est évidemment l'exemple le plus remarquable, parce que là, il donne sa toute mesure. C'est également un lettré, un bibliophile. Il passe pour être le plus grand poète français en latin du XVIIe siècle, mais en littérature, comment dirais-je, chrétienne. Hein, il fait que des vers religieux. Et c'est un personnage qui, évidemment, est de facettes multiples, mais il est normal pour un individu de cette dimension d'être à la fois un collectionneur, d'être un amateur d'art, et en même temps d'être une sorte de représentant d'une forme d'élitisme culturel qui se retrouve chez Colbert. Colbert est un immense bibliophile, incontestablement. Pour continuer sur cette idée de bilan, Vaux-le-Vicomte, le mécénat, qu'il soit littéraire ou en termes de beaux-arts, de Fouquet demeure comme son bilan très éclatant. Y a-t-il un bilan également du point de vue de l'organisation financière, du point de vue de la politique économique de la France, bilan de Fouquet? Fouquet a réussi à faire tourner la machine de guerre française entre 1653 et 1659. Or, la France était en guerre depuis 1635. Elle avait cumulé 20 années, enfin plus de 20 années de guerre ininterrompue, conjuguée en plus avec la guerre civile de la Fronde. Et à la fin, l'Espagne qui dominait les mers et les empires coloniaux, les lords d'Amérique, dans cette guerre d'argent entre la France et l'Espagne, c'était la France qui avait gagné. Parce que la France était dans un sens plus riche que l'ensemble de l'empire espagnol. Et l'un des artisans de cette révolution, de cette victoire financière, c'était Fouquet. Et c'était ça sa part qui était importante, avec
2 ou 3 autres individus. Je pense essentiellement à quelqu'un qui était très lié au milieu financier et pourtant qui était fort vertueux, entre guillemets, c'est Turenne. Alors on l'a compris, vous opposez, vos travaux ont permis de revoir l'historiographie classique, l'historiographie commandée par Louis XIV, et de réinterroger le rôle de Colbert en comparaison de celui de Fouquet. Qu'est-ce qui, en mot de conclusion, qu'est-ce qui vaut votre attachement? On le sent à travers notamment des publications comme Colbert ou Le Serpent venimeux en 2000, ou Le Royaume de Monsieur Colbert un petit peu plus tôt en 2007. Qu'est-ce qui fait votre attachement particulier à Fouquet par rapport à un Colbert que l'on vante tout de même au service de Louis XIV comme un des grands, voire un des plus grands serviteurs de l'État de tous les temps? J'ai essayé, au travers de tout ce que j'ai pu faire, de donner une lecture qui soit cohérente du fonctionnement de la monarchie française. Il s'est trouvé que cette vision ne collait pas avec ce qu'avait voulu l'historiographie, ce qu'avait voulu le roi de France au grand siècle, comment dirais-je, Louis XIV au XVIIe siècle, c'est vraiment le dieu en excellence, c'est le roi dans toute sa splendeur. J'ai essayé de montrer comment fonctionnait véritablement ce système. Ça m'a valu beaucoup d'ennuis, mais j'y peux rien. Les faits sont têtus, comme disait l'autre, et pourtant, elle se meut.